Pendant des siècles, l'histoire a dépeint Néron comme le visage de l'excès, de la décadence, du pouvoir sans âme. Un homme capable de tuer sa propre mère, d'ordonner l'exécution de sa femme enceinte, d'empoisonner son demi-frère, d'incendier sa propre ville et d'accuser des innocents, tout cela pour conserver son trône et nourrir son ego. Mais le plus déconcertant n'est pas cela. Ce qui est vraiment troublant, c'est qu'il croyait le faire au nom de l'art. Qui était réellement Néron? Un monstre narcissique? Un empereur dérangé? Ou le produit inévitable d'une Rome qui avait perdu le contrôle d'elle-même? Un enfant élevé dans l'ombre d'une mère manipulatrice. Un jeune homme dont l'âme était divisée entre la lyre et l'épée. Un dirigeant qui forçait des milliers de personnes à applaudir ses œuvres, tout en envoyant autant d'autres au cirque pour être dévorés vivants par des chiens et des lions. Et pourtant, dans ces dernières minutes, acculé, trahi, tremblant face à la mort, il ne pensa ni à ses guerres, ni à ses ennemis, ni même à son empire, mais à son art. Quel grand artiste meurt avec moi, dit-il avant de se planter une dague. Mais était-il vraiment un artiste incompris? Ou simplement un psychopathe avec un accès illimité au pouvoir, qui utilisait la beauté comme excuse pour justifier sa folie? Aujourd'hui, nous allons déterrer la vérité derrière l'homme le plus infâme de l'Empire romain. Ne partez pas. Car cette histoire n'est pas seulement plus sombre que vous ne l'imaginez, elle est aussi plus réelle. Avant Néron, Rome était déjà une machine de pouvoir où les familles les plus influentes tissaient des alliances à coups de poison, d'inceste et de trahison. Être noble n'était pas un privilège, c'était une condamnation. Quiconque naissait près du trône savait qu'il n'y avait que deux chemins, dominer ou être détruit. Néron n'était pas né pour être empereur. Il a été façonné pour le devenir, comme une arme. Sa mère, Agrippine la jeune, était la sœur du tristement célèbre Caligula et la nièce de l'empereur Claude. Ambitieuse, calculatrice, impitoyable, Agrippine ne s'est pas contentée de survivre à une Rome dominée par des hommes brutaux, elle l'a manipulée à son avantage. Son objectif était clair, placer son fils sur le trône, à n'importe quel prix. Et elle y est parvenue. Elle épousa son propre oncle, Claude, et convainquit l'empereur d'adopter son fils comme héritier, évinçant ainsi son vrai fils biologique, Britannicus. Ce n'était pas un caprice. C'était un coup de maître. Agrippine ne laissait rien au hasard. Elle contrôlait la cour, les alliances, les pièces de monnaie, même les précepteurs de Néron. L'un d'eux fut Sénèque, le philosophe stoïcien, qu'elle força à revenir de l'exil pour devenir le mentor de son fils. Néron fut éduqué à la rhétorique, à la musique, à la poésie, mais aussi à une leçon silencieuse: la survie dépend de ta capacité à manipuler ou éliminer ceux qui se dressent sur ton chemin. Le jour où Claude mourut, supposément empoisonné avec des champignons par Agrippine elle-même, Néron n'avait que 16 ans. Et Rome, avide de stabilité après le chaos de Caligula, l'accepta sans protester. Mais Néron ne gouvernait pas. C'était sa mère qui gouvernait à sa place. Elle était impératrice en tout, sauf en nom. Elle apparaissait sur les pièces, dans les défilés, dans les décisions d'État. En public, elle jouait la mère protectrice. En privé, elle tirait les ficelles d'un adolescent insécure, façonné pour obéir, mais destiné à exploser. Car derrière cette façade de contrôle, quelque chose bouillait en lui, un besoin d'être vu, aimé, libre. Et lorsque ce désir rencontra le pouvoir absolu, Rome devint sa scène, et tous ceux qui l'entouraient, des personnages jetables. Rome avait un nouvel empereur, mais en réalité, elle avait un adolescent masqué. Derrière le trône, sa mère tissait des alliances. Derrière ses discours, Sénèque écrivait les mots qu'il devait réciter. Et derrière le sourire public de Néron, grandissait un abîme. Au début, il semblait être un bon dirigeant. Il réduisit les impôts, limita les exécutions publiques, finança des spectacles pour le peuple. Sous la tutelle de Sénèque et de Buru, son préfet de la garde, Néron projetait une image modérée. Mais ce n'était qu'une image. Ce qu'il voulait vraiment, ce n'était pas gouverner, c'était être adoré. Pas comme César. Comme artiste. Alors que Rome débattait de réformes, Néron rêvait de scène. Il adorait la musique, la poésie, le théâtre. Il voulait chanter. Il voulait jouer. Il voulait que tout l'Empire l'applaudisse. Mais il y avait un problème, les empereurs ne chantaient pas. Ils ne montaient pas sur scène. Ils ne jouaient pas de la lyre comme un bouffon de province. Alors, le conflit surgit. En son demi-frère Britannicus, le fils légitime du défunt Claude, Néron voyait un miroir gênant. Britannicus était noble par le sang, charismatique, avec une légitimité que Néron n'aurait jamais.
Mais ce qui le rendait insupportable, c'était son mépris. Britannicus l'appelait Domitius, son nom d'origine, comme pour lui rappeler qu'il n'était pas un vrai César. Il se moquait de ses manières, de sa voix, de son amour de l'art. Il l'humiliait devant les sénateurs, les soldats, même sa propre mère. Et cela, Néron ne le pardonnerait pas. Lors d'un banquet impérial, dans une salle pleine de nobles, Néron lui offrit une coupe de vin. Un toast fraternel. Britannicus but, et s'effondra au sol en convulsant. Les serviteurs accoururent. Certains crièrent. D'autres firent semblant de n'avoir rien vu. Néron, serein, se contenta de dire que Britannicus souffrait d'épilepsie. Il avait éliminé son premier obstacle. Mais il le fit avec un sang-froid chirurgical. Sans une larme. Sans hésitation. Il n'avait que 17 ans. Et ce ne fut pas la dernière fois qu'il utilisa le poison pour se frayer un chemin. Le meurtre de Britannicus fut plus qu'un crime familial. Ce fut un message, Néron n'était plus l'adolescent gouverné par les autres. Désormais, c'était lui qui dictait les règles. Et dans son jeu, personne n'était à l'abri. L'assassinat de Britannicus fut la première fissure dans le fragile édifice du pouvoir qui soutenait Néron. Mais le véritable séisme devait venir plus tard, et il avait un nom, Agrippine. Pendant des années, elle avait tout contrôlé. Son ascension, son image, ses décisions. Même son mariage. Mais en éliminant Britannicus, Néron déclara qu'il n'était plus un enfant. Et sa mère, ne l'accepta pas. Agrippine ne se retira pas. Elle redoubla de pression. Elle donnait son avis au Sénat. Intervenait dans les procès. Méprisait publiquement Poppée, la maîtresse de l'empereur. Elle alla jusqu'à lui rappeler, devant des conseillers, que sans elle, il ne serait rien. Et Néron, lassé, frustré, humilié, commença à la haïr d'un mélange toxique de ressentiment et de peur. Il voulait être libre. Mais pour cela, il devait faire l'impensable. La première tentative fut subtile, l'empoisonner. 3 fois. Mais Agrippine, prudente, avait suivi les conseils d'un oracle qui lui avait prédit que son fils la tuerait, et elle, obstinée, non seulement accepta son destin, mais commença à consommer de petites doses de poison pour s'immuniser. Alors Néron changea de stratégie. Il fit construire un faux plafond au-dessus du lit de sa mère, conçu pour s'effondrer pendant qu'elle dormait. Mais le mécanisme échoua. Seuls quelques panneaux tombèrent. Agrippine survécut. Honteux et furieux, il planifia quelque chose de plus accidentel, un piège flottant. Lors d'une promenade dans la baie de Naples, l'embarcation dans laquelle se trouvait Agrippine s'effondra à cause d'une prétendue avarie. Plusieurs serviteurs se noyèrent. Mais pas elle. Elle nagea jusqu'au rivage. Arriva chez elle, blessée, trempée, mais vivante. Néron paniqua. Il ne pouvait plus masquer ses tentatives. Si elle parlait, si elle le dénonçait, si le Sénat l'écoutait, son trône ne tenait plus qu'à un fil. Alors il donna l'ordre final. Cette nuit-là, un groupe d'hommes armés, membres de sa garde personnelle, entra dans la maison d'Agrippine. Elle les regarda avec mépris. On dit que, sans broncher, elle ouvrit sa tunique, montra son ventre et cria. « Frappez ici, ici où j'ai engendré ce monstre. » Et c'est là qu'ils la poignardèrent. L'empereur justifia le crime en prétendant que sa mère conspirait pour le tuer. Certains sénateurs applaudirent. D'autres gardèrent le silence. Le peuple soupçonna. Mais personne n'osa parler. Ce jour-là, Rome comprit qu'il ne restait plus personne au-dessus de Néron. Pas même la femme qui lui avait donné la vie. Après s'être débarrassé de sa mère, Néron sentit, pour la première fois, que le pouvoir lui appartenait réellement. Mais au lieu de trouver la paix, il trouva le vide. Un vide qu'il tenta de combler avec la seule chose qui semblait lui importer, l'amour, ou du moins, quelque chose qui y ressemblait. Son premier mariage avait été une obligation. Claudia Octavie, sa demi-sœur et fille légitime de Claude, était l'épouse parfaite aux yeux du peuple, noble, réservée, loyale. Mais Néron la trouvait insupportable. Il la méprisait pour son sérieux, sa stérilité, le respect qu'elle inspirait parmi les Romains. Il ne l'aimait pas. Il la supportait. Jusqu'à l'arrivée de Poppée Sabine. Poppée était ambitieuse, séduisante, intelligente. Elle avait ce qu'Octavie n'avait pas, la beauté, le charme, l'influence. Elle sut manipuler les désirs de Néron comme personne. Elle le rendit obsédé. Elle tomba enceinte de lui,
Et ce fut le prétexte parfait pour expulser Octavie du palais. Le peuple fut furieux. Octavie était aimée. Des protestations éclatèrent dans les rues. Les statues de Poppée furent renversées. On criait des slogans en faveur de l'épouse légitime. Néron, honteux et sous pression, décida de couper le problème à la racine. Il envoya un message à Octavie, elle devait se suicider. Et si elle ne le faisait pas, il s'en chargerait lui-même. Elle obéit, sans autre choix. Elle fut décapitée. Elle n'avait que 20 ans. Néron épousa Poppée, mais ce qui semblait être l'union de sa vie finit en tragédie. Poppée était à nouveau enceinte. Néron, dans un accès de colère lors d'une dispute, lui donna un violent coup de pied dans le ventre. Elle s'effondra. Elle saigna. Elle cria. Elle mourut. L'enfant aussi. On raconte que Néron devint fou après sa mort. Qu'il pleura comme jamais. Qu'il l'enterra avec les honneurs impériaux. Qu'il ne s'en remit jamais. Et que, incapable de vivre avec la culpabilité, il tenta de la remplacer. Un jour, dans son palais, il croisa un jeune esclave nommé Sporus. Il ressemblait étrangement à Poppée. Les mêmes yeux. Le même visage. Le même air. Néron le fit castrer. Il l'habilla avec les vêtements de sa femme morte. Lui donna son nom. L'exhibait en public, le menait par la main au banquet, lui parlait comme s'il était vraiment Poppée. Ce n'était pas de l'amour. C'était de la folie. Du deuil transformé en délire. Le pouvoir de Néron n'était plus politique. Il était émotionnel. Et cela le rendait infiniment plus dangereux. C'était l'été. La chaleur pesait sur les rues de Rome comme une menace invisible. La ville dormait, quand le feu s'éveilla. Le 18 juillet de l'an 64, les flammes commencèrent dans le cirque Maxime. Une étincelle. Un souffle de vent. Et Rome brûla. Pendant 6 jours, le feu dévora toits, colonnes, temples et vie. 2/3 de la ville furent réduits en cendres. Des milliers de morts. Des centaines de milliers de sans-abri. Et Néron? Il était loin. En vacances dans sa villa d'Antione. Du moins, c'est ce qu'on raconte. Certains assurent qu'en apprenant la nouvelle, il revint immédiatement pour aider. Qu'il organisa des brigades de secours. Qu'il offrit nourriture et abri. Qu'il ouvrit ses jardins aux déplacés. Mais d'autres racontent une toute autre histoire. On dit qu'il ne se contentait pas de savoir pour l'incendie, c'est lui qui l'avait ordonné. On dit que, depuis la terrasse de son palais, il jouait de la lyre vêtu de costumes théâtraux, en contemplant les flammes qui illuminaient la nuit. On dit qu'il voyait dans le feu une œuvre d'art. Un spectacle. Une source d'inspiration. Exagération? Diffamation? Ou une vérité trop dérangeante pour être acceptée? Ce qui est certain, c'est que peu de temps après l'incendie, Néron lança la construction de la Domus Aurea, un manoir colossal, d'une démesure obscène, érigé exactement là où se trouvaient les quartiers détruits. Il y avait des fontaines de vin. Des plafonds en ivoire. Des salons décorés d'or et de pierres précieuses. Un lac artificiel. Ce n'était pas une maison. C'était un caprice impérial. Le peuple, dévasté, ne tarda pas à soupçonner. Avait-il incendié Rome pour la reconstruire en théâtre à la gloire de son ego? Les rumeurs enflaient. La colère aussi. Et Néron, acculé, avait besoin d'un bouc émissaire. Alors, il les regarda. Les chrétiens. La fumée flottait encore au-dessus des ruines de Rome quand Néron pointa du doigt, et trouva les coupables. Il ne s'agissait pas d'un procès. Ni d'une enquête. Il lui fallait simplement quelqu'un à accuser. Et il choisit les chrétiens. Pour de nombreux Romains, les chrétiens étaient déjà une nuisance, ils prêchaient une religion étrange, reniaient les dieux de l'Empire, et se réunissaient en secret. Ils étaient différents. Et en temps de peur, ce qui est différent devient menaçant. Néron exploita cette tension. Il les accusa d'avoir déclenché l'incendie. Et déclencha une répression qui, encore aujourd'hui, glace l'histoire. Les premiers arrêtés furent torturés jusqu'à ce qu'ils avouent. Sous la douleur, ils dirent ce que Néron voulait entendre, et donnèrent plus de noms. Ainsi commença l'une des persécutions les plus cruelles du monde antique. Les chrétiens furent crucifiés. Ils furent recouverts de peaux d'animaux et livrés aux chiens. Ils furent brûlés vifs pour éclairer les jardins impériaux la nuit. Oui. Néron les utilisait comme torchers humaines.
Il organisait des spectacles de cirque pour le peuple, où les chrétiens étaient l'attraction principale. La douleur comme divertissement. La mort comme amusement. Et il ne le faisait pas en cachette. Il en était fier. Il riait. Il applaudissait. Certains citoyens commencèrent à se sentir mal à l'aise. Non par compassion, mais parce que cette cruauté excessive devenait insupportable, même pour eux. Tacite, l'un des rares historiens romains à avoir documenté ces événements, écrivit que même les ennemis des chrétiens finirent par ressentir de la pitié. Mais Néron ne s'arrêtait pas. Il menait une guerre contre sa propre culpabilité. Et chaque victime était une tentative désespérée pour l'étouffer. Néron avait grandi en rêvant d'être artiste, pas empereur. Très jeune, tandis que d'autres enfants jouaient à la guerre ou à la politique, lui se réfugiait dans la musique, les vers, les tragédies du théâtre grec. Le son d'une lyre l'émouvait plus que les discours d'un sénateur. Son rêve le plus intime n'était pas de commander des armées, mais de conquérir le cœur du public avec sa voix, ses gestes, son interprétation. Mais le pouvoir qu'il hérita le transforma. L'enfant qui voulait briller sur scène en vint à croire que le monde entier devait devenir son théâtre. Et que personne n'avait le droit de refuser de le voir jouer. Avec les années, il devint accro aux applaudissements. Mais pas ce sincère, ce n'est de la peur. Il organisait des spectacles où il était l'unique artiste, et des milliers de citoyens, sénateurs et soldats étaient obligés d'y assister. Peu importait qu'ils soient fatigués, malades ou réticents. Les portes du théâtre se fermaient de l'extérieur. Personne ne pouvait se lever avant la fin. Et personne, absolument personne, ne pouvait s'abstenir d'applaudir. On raconte qu'un jour, pendant une de ces interminables représentations, une femme accoucha dans les gradins et ne fut pas autorisée à sortir. Que d'autres, épuisés, simulaient des malaises pour s'échapper. Certains allaient plus loin, ils préféraient se jeter du haut de l'amphithéâtre plutôt que de supporter une heure de plus de son obsession maladive pour l'ovation. Et malgré tout, Néron continuait de chanter. Le délire était total. Il se croyait un nouvel Orphée, un poète immortel, un génie incompris. Mais en réalité, il n'avait pas un public devant lui, mais une foule terrorisée, piégée, résignée à feindre l'admiration pour éviter la punition. Les historiens racontent qu'il organisa des tournées en Grèce, emmenant avec lui des milliers de jeunes gens dont la seule fonction était de l'applaudir sans relâche, peu importe la qualité de son spectacle. Ce n'était pas l'amour de l'art. C'était le pouvoir déguisé en talent. La peur prenant la forme de l'applaudissement. Dans les dernières années de sa vie, alors que l'Empire s'effondrait entre ses mains, que les généraux le trahissaient et que le Sénat préparait sa chute, Néron continuait à déclamer ses lignes de théâtre. Il continuait de jouer. Il continuait d'agir. Comme si la réalité n'était qu'une mauvaise pièce qu'il pouvait réécrire. Et quand tout fut terminé, quand il comprit qu'il était seul, qu'il ne restait plus personne à ses côtés, il ne chercha pas le réconfort auprès de son armée ou de ses alliés politiques. Il le chercha dans son art. Il mourut comme il avait vécu, en jouant un rôle. Au lieu d'affronter la justice, il choisit de se suicider. Et avant de le faire, il prononça la phrase qui marquerait à jamais son héritage. Quel grand artiste périt avec moi. Ce n'était pas un empereur vaincu qui tomba cette nuit-là. C'était un enfant frustré, une âme brisée, qui n'avait jamais compris que le véritable art naît de l'amour, pas de la terreur. Néron n'avait que 30 ans lorsqu'il comprit que tout était fini. Il avait gouverné Rome pendant 13 ans, mais plus personne n'était prêt à le défendre. Le Sénat l'avait déclaré ennemi public. Ses alliés le trahissaient en secret. Ses troupes, lassées de sa vanité et de ses délires, ne lui obéissaient plus. Dans un premier temps, Néron tenta de résister. Il demanda s'il pouvait fuir en Égypte, se déguiser, commencer une nouvelle vie. Mais ce n'était pas un homme capable de vivre sans applaudissements. Il ne savait pas être quelqu'un s'il n'était pas au centre de la scène. Et désormais, il n'avait même plus de scène. Réfugié dans une villa aux abords de Rome, avec quelques serviteurs fidèles, il passa ses dernières heures à ressentir, peut-être pour la première fois, ce qu'était la véritable peur. Le bruit des sabots de chevaux approchant, la rumeur des soldats venus le capturer pour le livrer au Sénat, tout lui rappelait que le spectacle était terminé. Et qu'il n'y aurait pas de rappel. Désespéré, il demanda à l'un de ses hommes de lui montrer comment se donner la mort. Mais même le suicide était une chose qu'il n'osait affronter seul. Il hésita. Il trembla. Il cria. Il supplia ses serviteurs de ne pas l'abandonner. Il implora qu'un autre tienne la dague à sa place. Personne ne le fit.
Finalement, alors que le bruit des soldats se faisait de plus en plus proche, et sachant que s'il l'attrapait, il l'humilierait publiquement avant de l'exécuter, il rassembla le peu de courage qu'il lui restait. Avec l'aide de son secrétaire Épaphrodite, qui l'assista au dernier moment, il enfonça la dague dans sa gorge. Ces derniers mots furent un gémissement. Quel artiste périt avec moi! Et ainsi mourut l'empereur qui aima le théâtre plus que la politique, l'homme qui préféra les ovations forcées au respect sincère, sans public, sans applaudissements, sans gloire. Il mourut seul. Rome ne pleura pas sa mort. Certains le maudirent. D'autres se sentirent soulagés. Le Sénat effaça son nom de l'histoire avec un décret de damnatio memoriae, le condamnant à l'oubli. Mais l'oubli ne vint jamais. Car les hommes comme Néron, ceux qui poussent leur ambition, leur folie et leur ego à l'extrême, ne disparaissent jamais complètement. Ils deviennent des avertissements. Des légendes sombres. Des rappels de ce qui arrive quand un empire cesse d'être gouverné, et commence à être joué.